Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je suis très contente. Vous n'êtes pas mon plus jeune public de jamais, mais quand même, c'est rare que je vois des élèves, des enfants aussi jeunes. Et je suis très contente que vous soyez là parce qu'il n'est jamais trop tôt pour découvrir la sociologie. On vous l'a dit, moi je suis sociologue. Ça veut dire que je pratique une science qui s'appelle la sociologie. Et peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. Si vous êtes comme moi j'ai découvert cette science-là quand j'avais 20 ans, donc vraiment tard. Donc vous voyez, vous avez vraiment de l'avance et ça, c'est bien. La sociologie, en fait, c'est une science qui s'intéresse aux gens et à la façon dont les gens se comportent dès qu'on fait société. Autrement dit, dès qu'il n'y a pas une seule personne, mais deux personnes, que les gens se parlent et qu'il y a des relations entre les personnes, nous, les sociologues, on va se poser des questions pour essayer de comprendre ce qui se passe et comment est-ce que les gens ils interagissent entre eux et pourquoi est-ce que les gens se comportent comme ils se comportent. Et c'est ça qui m'amène aux questions qu'Antoine vous a présentées, parce que le monde est grand et la société est vraiment grande, donc une seule sociologue comme moi ne peut pas essayer de comprendre l'intégralité de ce qui se passe. Donc moi, j'essaye de comprendre un tout petit morceau de notre vie, et c'est pourquoi est-ce que certaines d'entre nous aiment les sciences, et en particulier les mathématiques, alors que d'autres personnes n'aiment pas ça. Donc ça, moi, c'est ma question. Qui aime les maths, qui n'aime pas les maths, qui aime les sciences, qui n'aime pas les sciences, et pourquoi? Et pour essayer d'y répondre, c'est la particularité de mon travail de chercheuse en sociologie, je vais mener des enquêtes. Ça veut dire concrètement que je vais aller visiter des endroits, parler à des gens, observer des gens. Quand je regarde les gens, j'essaie de comprendre ce qui se passe, ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Et puis après, quand je parle avec eux, quand je les interroge, là, c'est l'occasion de poser directement des questions. Et d'abord, au début, j'ai commencé à faire ça avec des enfants. Donc mes premières enquêtes, elles étaient d'abord dans des écoles primaires et après jusqu'au collège. Ma toute première enquête, elle était auprès des enfants entre le CM1 et la 5e. Et je les ai suivis pour essayer de comprendre qui aimait les sciences au début, qui les aimait encore à la fin, qui avait changé d'avis, pourquoi, etc. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ma dernière enquête et elle est sur des personnes un tout petit peu plus âgées. Je suis passée des enfants aux ados. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous parler d'une enquête sur des filles qui ont 16 ans, ou au moins elles avaient 16 ans quand moi j'ai fait l'enquête et quand moi je les ai interrogées, et de comment elles voient les maths et comment elles s'intéressent ou pas aux mathématiques. Mais avant de vous parler de l'enquête auprès des filles de 16 ans, je voulais quand même vous donner quelques éléments de contexte pour vous expliquer, je vous ai dit, la question c'est qui aime les sciences, qui aime pas les sciences, qui aime les maths, qui n'aime pas les maths, mais quand même creuser un petit peu et mieux se positionner là-dessus. Et pour ça, je voulais vous expliquer pourquoi c'est une question qui est intéressante. La question « qui est-ce qui s'intéresse aux sciences et aux maths ou pas ?», elle est intéressante parce que quand on regarde les élèves qui choisissent d'étudier les mathématiques et les sciences, vous le savez si vous avez été au lycée, et peut-être même que vous le savez dès maintenant, mais à un moment, on va vous demander de choisir les matières, les disciplines que vous avez envie de continuer à travailler. Et ce qui se passe, c'est que quand on regarde qui choisit d'étudier les maths et les sciences, on se rend compte qu'il y a des gens qui disparaissent. Autrement dit, tout le monde ne choisit pas de la même façon. Les premières qui disparaissent, je vais expliquer les chiffres que je vous montre ici, les premières qui disparaissent, c'est les filles. Vous prenez le début du lycée, il y a un petit peu plus d'élèves filles que d'élèves garçons. 54% de filles au début de la seconde générale. Mais après, on demande aux élèves de choisir quelle matière est-ce que vous voulez continuer à apprendre. Et là, quand on regarde le groupe qui fait encore des mathématiques à 16 ans, en terminale, il n'y a plus que 42% de filles. Vous allez me dire, c'est pas une catastrophe, mais ça veut dire qu'on en a quand même perdu quelques-unes par rapport au point de départ. Et puis après, à chaque étape qui fait passer des élèves aux étudiants, aux étudiantes et ensuite aux professionnels, on repère des filles. Ça veut dire que, alors ici j'ai pris quelque chose qui s'appelle les classes préparatoires scientifiques. C'est des classes auxquelles on a accès après le baccalauréat, c'est le début des études supérieures, c'est parallèle à l'université. J'ai pris cet exemple-là parce que quand on a envie de faire des sciences dans son métier, il y a beaucoup de personnes qui passent par ces classes préparatoires scientifiques. Là, il y a encore moins de filles qu'à l'étape précédente, elles sont plus que 30%. Et puis, si on va un petit peu au sommet des études en sciences, dans des grandes écoles comme Polytechnique, comme les écoles normales supérieures, comme l'école centrale, etc., et là, on n'a plus que 20% de filles. Ça veut dire que quand vous prenez un amphithéâtre comme celui-ci, s'il est rempli et qu'il y a 100 personnes, il y a moins de 20 filles dans l'assemblée. Elles sont drôlement en minorité.
On va beaucoup parler aujourd'hui de cette absence des filles dans les filières scientifiques. Mais avant de commencer, je voulais quand même vous dire que les filles, ce n'est pas les seules qui disparaissent. En fait, disparaissent aussi massivement les jeunes qui viennent de familles modestes, de familles des classes populaires. Ça représente un tiers d'entre nous. Ça veut dire qu'on vient d'une famille dans laquelle les parents ont des métiers comme ouvriers, ouvrières ou employés, par opposition à des parents qui ont des métiers comme dirigeants d'entreprise ou journalistes ou des métiers de l'art, des spectacles, des métiers de cadre. C'est quand même un tiers d'entre nous qui venons des familles modestes ou l'éducation nationale appelle ça d'origine défavorisée. Mais quand on regarde qui fait des maths au lycée, on retrouve beaucoup moins ces personnes-là. Il n'y a plus que 17% des élèves qui font des maths en terminale qui viennent de milieux modestes. Et quand on continue les parcours, ça tombe encore plus et on tombe à moins de 10% après dans les grandes écoles scientifiques. Et puis, il y a une dernière catégorie de personnes qui disparaît au fur et à mesure des parcours, et c'est les personnes de couleur. Ici, je ne peux pas vous donner d'exemple pour la France, parce qu'en France, dans pas mal de situations, on ne peut pas faire des statistiques pour savoir quelle est la couleur de peau des personnes qui font des mathématiques ou n'en font pas. C'est des choses qui ne se font pas, nous, on n'a pas de données. Par contre, on sait que la situation, elle est assez similaire à ce qui se passe dans d'autres pays qui, eux, recueillent les données et font les calculs. Du coup, je vous ai donné un exemple, c'est les États-Unis. Aux États-Unis, si je regarde un petit cas particulier, qui est celui des élèves noirs, on voit qu'au départ, ils sont 17%. À 16 ans, au lycée, un peu comme nous, j'ai pris les mêmes niveaux que ce que je vous ai dit jusqu'à présent, il y a 17% des lycéens et des lycéennes qui sont noirs. Mais quand je regarde après qui fait encore des maths, il y en a pas mal qui ont disparu, puisque à 16 ans, ils sont plus que 11% parmi le groupe qui fait des mathématiques. Et si je prends l'étape encore d'après, là, j'ai pris la licence de maths aux États-Unis, parce qu'ils n'ont pas, eux, les classes préparatoires. La licence, c'est le début des études supérieures, c'est quand on arrive à l'université, ça tombe encore plus, et on se retrouve avec très très peu d'étudiants et d'étudiantes noires qui apprennent encore les mathématiques dans leurs études supérieures. Donc ça, c'est notre problème de départ. C'est qu'il y a au moins 3 types de personnes qui disparaissent au fur et à mesure qu'on va dans les études en mathématiques. Les filles, les personnes qui viennent des classes populaires et les personnes de couleur. La question, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que toutes ces personnes-là, elles disparaissent ? Et si je vous ai dit ça au départ, c'est parce que souvent, on va avoir envie de dire oui, peut-être que les filles, elles sont moins bonnes en maths, peut-être qu'elles ont moins envie d'y aller. Mais alors tout ça, déjà, c'est vraiment des mauvaises explications. Vous allez voir qu'en plus, c'est pas vrai, mais ça tient pas du tout la route pour les autres inégalités. Tout ça, forcément, ça a des conséquences sur la suite. Et alors, il n'y a pas que des collégiens et des collégiennes dans la salle, il y a aussi probablement des professionnels de la recherche scientifique. Et donc, pour vous, je voulais apporter un élément de contexte à ce niveau professionnel-là. Quand on suit tous ces jeunes qui font des études, qui est-ce qui finit par devenir professionnel? Dans le cas des mathématiques, à nouveau, forcément, massivement des hommes. Le cas des maths, il est assez intéressant parce qu'une partie des mathématiques, qu'on appelle les mathématiques pures ou fondamentales, ça a la palme de la discipline la moins féminisée de l'université française. Ça veut dire que dans toutes les matières, c'est celle dans laquelle il y a le moins d'enseignantes-chercheuses et de chercheuses, avec seulement 14% de femmes. Donc c'est très peu. Mais surtout, ça fait 25 ans, et même je pense qu'à force on devrait pouvoir dire que ça fait 30 ans, que ça ne bouge absolument pas. Donc vous voyez ce graphique, il vous montre quelle était la part de femmes qui étaient en mathématiques à l'université depuis 1996 jusqu'à la dernière date, c'est 2021. Et donc les chercheuses qui ont produit ce graphique, c'est les chercheuses de l'association Femmes et Mathématiques, à partir des données que fait remonter le ministère. Elles appellent ça l'encéphalogramme plat, voilà, le patient est mort, quoi. Ça ne bouge absolument pas depuis des décennies. Donc, on a un problème, il y a des gens qui mystérieusement disparaissent, et surtout, ça fait des décennies qu'on a exactement le même problème. Donc ça, c'était pour vous expliquer pourquoi ça vaut le coup de se poser la question. Mais maintenant, entrons un petit peu plus dans le concret. Je vous ai dit, la particularité de la sociologie et du métier des chercheuses en sociologie, c'est d'aller mener l'enquête sur le terrain. On ne répond pas aux questions toute seule dans notre coin, on va chercher des preuves sur le terrain. Et moi, j'ai eu la chance d'être invitée à un endroit qui était extrêmement intéressant pour comprendre ce qui se passait, parce que j'ai été invitée dans des stages de maths qui étaient organisés que pour les filles.
Donc on a des collègues qui sont chercheurs et chercheuses en mathématiques et en informatique dans le sud de la France, à l'université d'Aix-Marseille, qui ont décidé de créer quelque chose pour arranger la situation. Et ces collègues, leur équipe a créé ce qu'ils ont appelé les cigales, parce que c'est le sud de la France, c'est là que ça se passe, un stage de mathématiques non mixte que pour les filles de 16 ans, qui a lieu dans un centre qui s'appelle le Centre international de rencontres mathématiques, qui se situe dans les Calanques et qui est très joli. C'est un très bel endroit. On y invite pendant une semaine une vingtaine de filles de 16 ans. Qu'est-ce qu'elles font? Le matin, elles font des maths. Pas vraiment les maths comme elles font à l'école, mais plutôt on essaye de leur proposer des maths qui ressemblent aux maths que font les chercheurs et les chercheuses. Et puis l'après-midi, elles font du sport. Donc là, vous avez la photo des filles qui font des maths, la photo des filles qui font du sport, et puis, peut-être que vous pouvez reconnaître ça, c'est mes cheveux. Là, c'est moi dans un coin qui observe. Donc pendant 2 stages entiers, pendant 2 semaines, j'ai pu, avec une collègue qui s'appelle Alice Pavie, mener une enquête sociologique auprès de ces filles qui étaient venues parce qu'elles aimaient les maths, qui avaient 16 ans, et on a regardé tout ce qu'elles faisaient pendant toute la semaine, et surtout, on les a interrogées, on a fait des entretiens avec elles pour essayer de comprendre ce qui se passait pour elles vis-à-vis des mathématiques. Donc on a fait plein de choses pour cette enquête, c'est un peu tous les outils qu'on a, en tant que chercheuse aussi en sciences sociales. Comme je vous le disais, des observations. Concrètement, ça veut dire que ma collègue et moi, on est allés passer 2 semaines dans le sud, on a dormi sur place, on a mangé sur place, on observait toute la journée, du matin, tout le monde se levait jusqu'au soir. Donc j'ai même observé des booms. Alors j'étais un peu, les ados n'étaient pas ravis qu'on soit là pendant les booms, on essayait de se mettre discrètement dans le coin. On a fait des entretiens, comme je vous le disais, avec les filles, une par une, 45 filles, on les a rencontrées une par une pendant entre 45 minutes et 2 heures, on avait plein de questions à leur poser. Et puis, mais je vous en parlerai moins aujourd'hui, on a analysé tout leur dossier scolaire, des lettres qu'elles avaient faites, et puis on leur a donné un petit questionnaire. Au bout d'un moment, quand on avait fait toute cette enquête auprès des ados, on s'est dit, c'est quand même dommage parce qu'on va apprendre plein de choses sur les filles et les mathématiques, mais si on fait ce que font les scientifiques d'habitude, c'est-à-dire écrire un très long texte de 30 pages dans une toute petite police de caractères, publié dans une revue dont personne n'a jamais entendu parler, eh ben, personne ne va savoir les résultats de notre travail, et surtout pas les ados, parce que les filles de 16 ans, encore moins que les élèves de 4e, ne lisent des revues de sociologie. Après, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont abonnés à des revues professionnelles de sociologie, auquel cas, pardon, bravo. Mais j'ai quand même des doutes, c'est très confidentiel. On s'est dit, il faut qu'on trouve un autre moyen. Il faut qu'on communique ce qu'on a appris pour que plus de gens puissent avoir accès à nos résultats. Et c'est pour ça qu'avec 2 collègues, on a décidé de faire le livre qui s'appelle Matheuse, et qui est un livre dans lequel on s'est rassemblés à 3, une sociologue, c'est moi, une dessinatrice, vous avez peut-être commencé à voir les dessins, je vais vous en parler dans un instant, et une mathématicienne. L'objectif de ce livre, c'est de restituer tout ce qu'on a appris dans l'enquête de sociologie, mais au plus grand public possible, grâce notamment aux illustrations qui ont été faites par Claire Marc, qui est dessinatrice et facilitatrice graphique. Et puis dans ce livre, je vous disais que les ados, elles faisaient des problèmes de mathématiques pendant les stages. On a mis aussi dans le livre, grâce à la contribution de la mathématicienne Olga Paris-Romaskevitch, les problèmes de mathématiques sur lesquels les ados avaient travaillé aussi. Ce qui nous a rassemblés toutes les 3, c'est une démarche féministe, c'est l'envie de soutenir, de défendre les filles, et après bien sûr les femmes en mathématiques, pour montrer qu'elles sont là, pour montrer ce qui leur arrive, et surtout pour montrer ce qu'elles pensent de tout ça. Donc tout au long de cette présentation, vous allez voir les dessins de Claire et les résultats de la sociologie. On ne fait pas de maths aujourd'hui. De mon côté, pour la sociologie, dans ce livre, j'ai joué inspiré par le travail que Claire avait fait avant, j'ai joué à un jeu de questions-réponses où j'ai essayé à chaque fois d'avoir une question, une réponse sur la question des filles, des femmes et des mathématiques. Les questions qu'on s'est posées, vous les avez ici, elles sont par exemple, est-ce qu'il faut avoir des parents scientifiques pour bien réussir en maths? Est-ce qu'il faut être intelligent ou intelligente? Et surtout, en fait, ça veut dire quoi, être intelligent ou être intelligente en maths? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a au départ? Est-ce que c'est inné? Est-ce qu'on naît avec? Ou est-ce qu'on l'apprend? Pourquoi, peut-être que vous avez déjà remarqué ça, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de filles en médecine, mais ça marche aussi en biologie ou en chimie qu'en maths? C'est quoi le problème avec l'informatique?
On est invité aujourd'hui par un labo d'informatique qui, dans certains cas, est dans une situation pire que les mathématiques sur la place des femmes. Pourquoi est-ce que là, en particulier, ça bloque ? La question de la confiance en soi, on dit souvent que s'il y a peu de filles en maths et en sciences, c'est parce qu'elles manquent d'estime d'elles-mêmes et qu'elles n'osent pas choisir. Peut-être que vous avez déjà entendu ces choses-là. On vous dit, allez les filles, osez, ne vous censurez pas. Mais d'où ça vient, cette idée que les filles auraient moins confiance en elles ? Une question sur l'élitisme par rapport aux données que je vous montrais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que les jeunes qui viennent des familles modestes, ils disparaissent ? Est-ce que finalement, il faut venir des élites pour réussir ? La même chose pour la question du racisme. Et puis, plutôt deux questions pour qu'est-ce qu'on peut faire, qui sont, est-ce que quand on fait des actions non mixtes avec que des filles, c'est une bonne idée ? Est-ce que ça marche bien ? Et enfin, est-ce que ça marche quand on donne aux filles des exemples, des modèles de femmes scientifiques qui réussissent ? Alors vous voyez, ça fait beaucoup de questions, beaucoup de réponses. Je ne vais pas vous faire toutes les questions et toutes les réponses aujourd'hui. On va faire aujourd'hui une question et donc une réponse. Mais vous avez le choix entre trois possibilités. Soit, oui, c'est la conférence dont vous êtes les héros et les héroïnes aujourd'hui. On va voter, concentrez-vous. Première possibilité, on peut parler des modèles. Est-ce que, quand on donne des exemples de femmes scientifiques, ça aide les filles à choisir les maths ou les sciences ? On peut parler de la confiance en soi. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on dit que les filles, elles ont moins confiance en elles, elles ont moins d'estime d'elles-mêmes ? Et on peut parler de la non-mixité. Est-ce que c'est une bonne idée de faire des actions que pour les filles, de séparer filles et garçons ? Est-ce que ça marche et est-ce qu'on devrait faire ça ? Alors, vu le public aujourd'hui, vous allez peut-être être moins intéressé par est-ce qu'on fait des actions non mixtes, etc. Ça, en général, c'est plutôt les adultes que ça intéresse parce qu'ils se demandent ce qu'ils doivent faire. Je préjuge peut-être que ça vous passionne, la non-mixité, vous me direz. Si vous choisissez la confiance en soi, je vous préviens, on va déprimer. Je pense, voilà, la moitié va être vraiment abattue, l'autre moitié va être très en colère. On va passer vraiment une bonne après-midi. Si vous choisissez les modèles, on va plus rigoler, puisque, pêle-mêle, dans cette histoire de modèles, on va parler de l'attaque des titans, de Mulan, de Buffy contre les vampires. Ça va être génial. Alors, après cette présentation pas du tout biaisée, parfaitement neutre de vos trois possibilités, on va voter. Qui voudrait qu'on parle de non-mixité ? Forcément. Vous êtes 4, 5, 6, 7, 8, merci. Qui voudrait qu'on parle de modèle ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On voit les fans de l'attaque des titans. Ok. Une vingtaine. Qui souhaiterait qu'on parle de confiance en soi ? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah là là, pas facile. C'est presque pareil, mais je pense qu'on va faire les modèles. Après, soyez pas déçus, parce que c'est un tout petit bout, l'attaque des titans, quand même, c'est une seconde. Ne fermez pas les yeux, sinon vous allez le rater. Non, tu vois, du coup, non, c'est pas une conférence sur l'attaque des titans, désolé. Alors, parlons des modèles. Quand on a fait cette enquête auprès des ados, auprès des filles de 16 ans, on leur a posé une question qui était assez simple. On leur a dit, chacune en entretien séparément, toi, est-ce qu'il y a des personnes, qu'elles soient réelles ou qu'elles soient fictives, qui t'inspirent ? Est-ce qu'il y a des gens à qui tu as l'impression de ressembler ? Et est-ce que dans ces personnes qui t'inspirent, dans ces personnes à qui tu as l'impression de ressembler, est-ce qu'il y en a qui ont un lien avec les sciences ? Alors déjà, je dois vous dire qu'on a eu beaucoup de mal avec cette question, parce que quand on demandait aux ados qui est-ce qui t'inspire, à qui tu ressembles, elles n'avaient pas forcément de réponse. Donc là, je ne sais pas si c'est valable pour vous, mais on a fini par comprendre qu'un mot-clé, c'était le kin. Et donc au bout d'un moment, peut-être que c'est que pour les ados de 16 ans, je ne sais pas si ça marche pour vous, mais donc la question qui sont tes kin marchait beaucoup mieux. Si vous êtes un adulte et que vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous aussi, sentez-vous vieux. Une fois qu'on a posé ces questions aux ados, on a eu des réponses et je voulais vous donner un exemple. On a posé cette question aux 45 filles, mais je voulais vous donner
ne serait-ce qu'un seul exemple, qui est l'exemple de Léa. Alors, on a changé les prénoms, et quand Claire a dessiné, elle a changé les visages, mais bon, c'est une vraie fille qui a vraiment fait cette réponse-là. Léa, quand je lui ai demandé qui l'inspirait et à qui elle ressemblait, elle était super prête, parce que dans son téléphone, elle avait une liste de 19 personnages, de mangas et d'animés, qui étaient ses kins. Ça veut dire qu'elle partageait avec eux des traits de caractère, des ressemblances. Et souvent, c'était des personnages à qui elle ressemblait intellectuellement. Il y avait qui dans sa liste? J'ai pas mis les 19. Il y avait, vous les connaissez, il y avait Karma, qui vient de Assassination Classroom. Pourquoi elle l'aime bien? Parce qu'il est super intelligent et il est ironique. Il y avait Naito de My Hero Academia. Pourquoi elle l'aime bien? Il est calme, il est intelligent. Il y avait Eren de l'Attaque des Titans, qui est assez manipulateur. Il y avait Okaiwa de IQ. Pourquoi elle l'aime? Parce qu'il a le God complexe. Autrement dit, je suis meilleur que tout le monde. Il faut être sur une ligne de réussite. Et puis il y avait Gojo de Jujutsu Kaisen. Parce que c'est le plus fort, il est nonchalant, arrogant, antipathique, cruel. J'espère que ça correspond à votre connaissance de ces personnages. Ça va? Ça passe? Alors, peut-être que vous aurez remarqué, il y en avait 19 comme ça. Je ne les ai pas tous mis. Peut-être que vous avez remarqué qu'il n'y a pas de femmes. Pourtant, Léa, c'est une femme, et souvent on a tendance à dire qu'on s'identifie aux gens qui nous ressemblent. Il n'y avait pas de filles dans sa liste. D'ailleurs, elle l'avait bien remarqué, parce qu'elle est tout à fait maligne. Elle m'a dit, ça m'a frustrée quand même, il n'y a aucune fille dans ma liste, parce que dans tous les mangas, tous les animés que je regarde, je trouve que les filles, elles sont moins développées que les mecs. Et celles qui sont développées dans les histoires, je ne suis pas du tout comme elles ne me ressemblent pas. Donc ça avait quelque chose de frustrant parce qu'elle aurait bien aimé avoir des personnages féminins qui lui plaisaient, mais en fait, il n'y en avait pas un dans lequel elle trouvait de l'intérêt et à qui elle pouvait s'identifier. Et c'est pas la seule. Quand on a interrogé les autres ados, en fait, on a bien vu que tous les exemples d'intelligence, tous les exemples de compétences, vous avez vu tous ces personnages, en fait, elle les aimait parce qu'ils étaient malins, quoi. Tous les exemples d'intelligence, c'était des exemples masculins. Et je vous ai mis un seul exemple, parce qu'il était assez marrant, d'une fille qui s'appelle Ségolène. Je lui demande si elle n'a pas un modèle de femme scientifique, et elle répond, un modèle de femme scientifique, je pense à mon père. Mais c'est pas une femme, et donc j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas assez de modèles. C'est pas qu'une impression. Cette sensation de ne pas avoir de modèle, de ne pas avoir de bons exemples, c'est pas du tout une impression, c'est la réalité, et c'est un problème parce qu'en fait, on sait que tout ce qu'on regarde, tous les films qu'on aime, les séries qu'on regarde, les livres qu'on lit, les gens qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux, c'est important pour nous parce que ça nous donne des exemples de gens. Et en fait, c'est une grande défenseuse des droits de l'enfant qui s'appelle Marianne Wright Edelman qui a dit « You can't be what you can't see ». Vous êtes tous excellents et excellentes en anglais, mais je vous le traduis. On ne peut pas être ce qu'on ne voit pas. Et ce que ça veut dire, c'est que si dans tous les contenus que vous consommez, dans tout le monde autour de vous, vous ne voyez personne qui vous ressemble faire quelque chose, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de vous dire que vous pouvez le faire vous. C'est possible, mais ça demande beaucoup plus d'énergie. Et en fait, s'identifier et avoir des modèles inspirants, c'est une très bonne façon d'être encouragé à faire quelque chose. Les modèles, ils peuvent venir de partout. Ça peut être des vraies personnes. Ça peut être votre famille, ça peut être des amis, ça peut être vos profs, les adultes que vous rencontrez, vos collègues par la suite. Ça peut être des gens qui existent, mais que vous ne connaissez pas personnellement, des stars en gros, ou ça peut être des personnages de fiction. On a vu là l'importance de tous ces personnages de manga pour Léa. Or, dans tout ça, on a très très peu d'exemples de femmes scientifiques. Moi, les ados que j'ai rencontrés, elles étaient fans de maths, elles aimaient ça, et pourtant les 2/3 d'entre elles avaient jamais rencontré une femme chercheuse ou une femme ingénieure avant de venir faire le stage. Elles n'avaient pas ces femmes-là dans leur quotidien. Ce qu'elles avaient dans leur quotidien, c'était des femmes qui étaient des professionnels de l'enseignement, des profs, ou c'était des médecins qu'elles avaient croisés, parfois parce qu'elles avaient été malades et qu'elles avaient été à l'hôpital. Ça, c'est des femmes scientifiques. Les femmes médecins, les femmes qui travaillent dans la recherche médicale, c'est des scientifiques. Les femmes qui enseignent les sciences, elles ont des compétences en sciences. Elles aussi, elles pourraient être des exemples de femmes scientifiques. Vos profs de sciences et vie de la Terre, vos profs de mathématiques. Sauf que ces femmes-là, elles ont beau avoir plein de compétences scientifiques, en général, on les perçoit plutôt pour tout le reste.
Par exemple, Aïda, elle aime sa prof d'SVT, parce qu'elle est petite comme elle. Donc elle dit, ma prof d'SVT, elle m'inspire, elle est petite comme moi. Elle était vraiment petite, Aïda. Mais même si elle est petite et que les élèves se moquent d'elle parce qu'elle est petite, elle reste dans son travail, elle fait ce qu'elle aime. J'ai su m'identifier à elle et je veux que moi aussi, plus tard, il y ait des élèves qui s'identifient à moi. Et un autre exemple, c'est Gaëlle qui dit « Moi, ce qui m'a inspirée, c'est les femmes médecins quand j'ai été opérée, parce qu'elles étaient trop sympas et qu'il y en a une qui m'a dit « Tu vois, j'ai une fille qui a le même âge que toi. » Mais ce qu'elles aiment chez leurs profs ou ce qu'elles aiment chez les médecins, c'est qu'elles sont gentilles, c'est qu'elles sont sympas, c'est qu'elles les soutiennent. Et elles ne vont pas nous dire « Moi, j'adore ma prof de SVT parce qu'elle est super calée dans sa discipline » ou « J'adore cette femme médecin parce que je vois qu'elle a des super compétences en sciences ». Ça ne veut pas dire que ces femmes ne les ont pas, mais en tout cas, ce n'est pas ça qui va plus le jouer pour les ados. Et puis surtout, quand même, elles n'ont pas beaucoup d'exemples de femmes scientifiques. Par exemple, quand je leur ai demandé de me dire « C'est qui les scientifiques que vous connaissez ?» On peut faire le test avec vous. C'est qui les scientifiques que vous connaissez? Vas-y. Tous, oui, vas-y. Qui ça? Vas-y, dis-moi. Moi, oui, vas-y. Einstein. Rosa Parks. Rosa Parks. C'est une scientifique, Rosa Parks? Pythagore. Vas-y, vas-y. Pythagore. Pythagore. Est-ce que vous voulez en sortir un ou une autre? C'est une femme célèbre, je l'accorde. Et très classe. Oui. Newton. Allez, vous avez fait presque aussi bien que les ados de 16 ans. Bravo. Einstein, vous l'aviez. Pythagore, vous l'aviez. Vous m'avez pas sorti Marie Curie, mais vous la connaissez. Ah, tu l'as dit? Voilà, parfait. 3 sur 3. Alors, vous voyez, ça, c'est le pouvoir de la sociologie. J'aurais pu deviner à l'avance ce que vous alliez dire. En général, les ados, elles m'ont dit Einstein, Marie Curie, Pythagore. Et puis après, elles ont dit le gars qui est dans le film, là. Peut-être qu'il y en a qui ont dit la même chose. Peut-être que vous avez vu, alors je ne sais pas si on vous les montre au collège, mais les films de science les plus célèbres et qu'on voit maintenant dans les classes, c'est un film sur Stephen Hawking, qui est physicien, un film sur le mathématicien Ramanujan, un film sur Alan Turing, qui s'appelle Imitation Game, j'ai oublié les titres en français, et celui-là, peut-être que vous le connaissez, qui s'appelle Les figures de l'ombre, vous l'avez vu? Voilà, vous l'avez vu en classe, peut-être même. Vous aussi, c'est peut-être pas tout le monde. Oui. Prison Break, ça peut être des maths. Allez, validé. Au moins, il est intelligent. Ok. Ce qui marche bien, c'est que les filles à 16 ans, elles connaissent en fait un peu les mêmes figures que vous, quoi, parce qu'elles ont vu les mêmes films que vous, elles connaissent les mêmes personnages, les mêmes scientifiques célèbres que vous. Mais, et peut-être que ça vous l'a fait, il y en a plein qui ont vu le film des figures de l'ombre. Mais de quoi est-ce qu'elles se souviennent? Et de quoi est-ce qu'on se souvient quand on a vu les figures de l'ombre? Peut-être que c'est votre cas. Alors pour rappel, les figures de l'ombre, c'est un film sur des femmes scientifiques noires de la NASA. Et elles s'appellent Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson. Et elles ont fait partie des premières mathématiciennes et physiciennes qui ont permis une grande partie de l'exploration spatiale. Sauf que quand on a vu le film, souvent, on ne se rappelle pas vraiment de la partie scientifique, on se rappelle plutôt de tous les obstacles qu'elles ont subis, ces femmes, et notamment de tout ce qu'elles ont fait pour s'imposer contre le racisme. Peut-être que si vous avez vu le film, vous vous souvenez de ça. Les ados qui l'avaient vu, elles m'ont dit « Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est pas vraiment les sciences, c'est que ça parle de la société, ça parle du combat de ces femmes contre le racisme. » Ou encore, elles nous ont dit « C'est ça qui m'a marqué dans les figures de l'ombre, c'est qu'elles ont dû se battre. » Donc là, on est sur des exemples de femmes scientifiques, mais on est un petit peu à côté quand même, toujours. Comment ça se fait qu'on en a si peu des exemples de femmes scientifiques? Parce que même les gens qui peuvent citer 10 noms, en général, c'est rare qu'ils puissent citer 10 noms de femmes scientifiques. En fait, ce qui s'est passé, et ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas très surprenant qu'on manque de modèles, qu'on ait très peu de modèles. C'est parce que, d'une part, il y avait moins de femmes que d'hommes dans l'histoire des sciences, en grande partie parce qu'il y a plein de choses qui leur étaient interdites, mais aussi parce que quand des femmes scientifiques ont inventé des choses, créé des savoirs, inventé des choses, dans beaucoup de cas, tout ce qu'elles avaient créé, ça a été effacé ou ça a été carrément volé par des hommes. Ça,
c'est quelque chose qu'une historienne, qui s'appelle Margaret Rossiter, a décrit en appelant ça l'effet Matilda. L'effet Matilda, c'est devenu un petit peu connu aujourd'hui, ça veut dire la sous-estimation systématique des contributions des femmes à la science. Pour le dire de façon moins scientifique et plus claire, l'effet Matilda, ça veut dire le fait que les femmes en sciences se font toujours arnaquer, d'une façon ou d'une autre. Ce qui est important ici, c'est qu'on vous a peut-être dit que l'effet Matilda, ça voulait dire qu'on a oublié les femmes scientifiques. On n'a pas oublié, c'est pas oups, ça a été fait exprès. C'est-à-dire que dans le récit de l'histoire des sciences, volontairement, délibérément, certaines des choses qui avaient été créées, prouvées, inventées par des femmes ont été attribuées à des hommes ou tout simplement sorties de l'histoire officielle des sciences. Et ça, c'est des choses que l'on découvre, que les historiennes découvrent quand elles vont chercher les archives. Et oui, dans les archives, on trouve par exemple des lettres échangées entre des hommes qui écrivent les manuels et qui disent « Est-ce qu'on met machinette ? Oh non !» Et les découvertes de la femme scientifique sont exclues. Ça, c'est l'histoire. Donc peu de femmes dans l'histoire à cause de tout ça. Mais aujourd'hui encore, on a peu de femmes qui sont mises en avant, par exemple dans les médias. Si vous regardez la télé, vous regardez peut-être un petit peu la télé, si vous écoutez la radio, quand il y a des scientifiques qui vous parlent, c'est beaucoup plus des hommes que des femmes. Il n'y a que 36% de femmes scientifiques qui parlent. Si vous lisez la presse écrite, je ne doute pas que tous les matins vous êtes avec votre journal, comme moi d'ailleurs, plus de 70% des experts qui sont interviewés, c'est des hommes. Donc aujourd'hui, les scientifiques femmes, elles existent, et pourtant, elles sont toujours assez minoritaires dans tout ça. Alors, tout ça, ça explique qu'on a énormément de mal à se projeter et à avoir des exemples de femmes scientifiques. Mais est-ce que ça fonctionne si on donne des exemples de femmes scientifiques aux jeunes filles, notamment, aux élèves, au collège ou au lycée? J'ai des collègues économistes qui ont apporté une réponse assez précise à cette question en faisant une expérimentation avec tout un programme qui était fait pour des élèves du lycée, où en fait on faisait venir une femme scientifique dans leur classe, la femme scientifique leur faisait une présentation, et ensuite on a comparé des classes où il y avait eu une visite et des classes où il n'y avait pas eu de visite. Est-ce que s'il y a une femme scientifique qui vient vous voir dans votre classe pendant 1 heure, il se passe un truc ou pas? Le résultat, c'est qu'il se passe un petit truc, mais peut-être pas autant qu'on pouvait espérer. Qu'est-ce qui se passe? Si on n'envoie pas de femmes scientifiques dans les classes, il y a 30% des garçons et presque 20% des filles qui pensent que les hommes sont plus doués pour les sciences. S'il y a une scientifique qui passe, ça fait réduire un petit peu la proportion des garçons et des filles qui pensent que les hommes sont plus doués pour les sciences, mais il en reste encore. Un des effets les plus importants, c'est que quand une scientifique passe dans les classes, il y a un petit peu plus de filles qui vont poursuivre leurs études dans des filières sélectives ou en licence de maths, physique et info. Ça fait un petit peu progresser cela. Donc, on peut se dire super, il y a des effets, mais en fait, un autre résultat, c'est que c'est assez limité. Ça ne marche pas toujours. C'est-à-dire qu'il y a des classes où il y a des femmes scientifiques qui sont venues et ça n'a rien changé. Ça dépend de la femme qui est venue. Ça dépend notamment de son âge, de l'emploi qu'elle avait, avec des choses qui varient de façon pas très régulière. Ça ne concerne pas tout le monde. La visite de la femme scientifique, elle marche mieux pour les élèves qui étaient déjà les meilleurs élèves. Autrement dit, ça remonte et ça booste encore un petit peu les meilleurs élèves. Ça a beaucoup moins d'effet pour les élèves qui n'aimaient pas trop ça au départ. Et enfin, il s'est passé quelque chose de très étrange, puisque dans les classes où la femme scientifique est venue, les élèves, après sa visite, croyaient plus qu'avant que, par nature, les femmes aiment moins les sciences. Donc ça, c'était quand même un petit peu surprenant et un petit peu embêtant, parce qu'ils croient encore moins qu'avant que les femmes aiment autant les sciences que les hommes. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que c'est un peu quitte ou double la venue des modèles dans les salles de classe? C'est assez paradoxal, cette histoire de modèles, parce qu'en fait, il ne suffit pas de faire venir une femme quelque part pour qu'elle convainque tout le monde que les femmes ont leur place en sciences. En fait, ça dépend vraiment de la personne qui vient, et ça dépend bien sûr de ce que dit la personne. Or, il y a beaucoup de femmes qu'on envoie être des modèles
qui vont parler pour leur expérience individuelle, mais donc ne vont pas représenter le phénomène social, le phénomène global de la place des femmes en sciences. Et par exemple, elles vont avoir tendance à minimiser les problèmes dont je parlais dans une autre partie de la conférence, donc vous les avez moins aujourd'hui, mais certaines d'entre vous les connaissent. Elles vont par exemple avoir tendance à dire qu'en fait, il n'y a pas de différence, qu'il n'y a pas de souci. Ou elles vont avoir tendance à dire aussi que quand on est une femme en sciences, on peut apporter d'autres choses, on peut faire des sciences différemment. Et on voit bien comment ce genre de discours, ça peut amener à ce que les élèves à la fin se disent « Bon, en fait, oui, il y a peut-être une petite place spéciale en sciences pour les femmes, mais elles n'ont pas forcément les mêmes compétences, elles ne sont pas forcément aussi bonnes que les hommes. » Donc on voit que ça peut avoir des effets complètement contre-productifs. Et puis, dans ce que j'ai pu observer aussi, parfois, en fait, on présente une femme modèle, mais on la présente avec tous les super hommes qui l'ont soutenue. Donc ça, c'est un exemple que j'ai eu pour Sophie Germain, où on avait présenté, alors peut-être que vous la découvrez aujourd'hui, peut-être que vous la connaissez déjà. Sophie Germain, c'est une mathématicienne, une des rares mathématiciennes que l'on connaît dans l'histoire de la discipline. Et moi, j'ai assisté à un moment où on présente aux élèves Sophie Germain, sauf qu'au lieu de présenter juste Sophie Germain, on va dire, alors Sophie Germain, c'est bien parce que Gauss, qui est un homme, s'est rendu compte qu'elle était géniale. Après, il y avait Lagrange, qui est un homme qui avait très envie de la rencontrer. Et puis, il y avait Fourier, c'est grâce à lui qu'elle a pu assister à certaines choses, etc. Donc oui, on a le modèle féminin, mais hop, au passage, on a de nouveau 3 grands hommes. Et on a un petit peu encore l'idée que c'est impossible d'être une super femme scientifique si vous n'avez pas au moins 3 hommes pour vous soutenir. Et finalement, on peut se souvenir d'eux plus que d'elles au bout du compte. Enfin, le problème qu'on a quand on met en avant des modèles de femmes scientifiques, c'est qu'on a tendance à toujours donner des exemples qui sont absolument incroyables, qui sont absolument exceptionnels. Par exemple, vous connaissez presque toutes et tous Marie Curie. Alors, on a Marie Curie, c'est une femme scientifique. Marie Curie, c'est une des seules personnes au monde qui a eu 2 prix Nobel. Donc c'est vraiment, elle est dans le haut du panier des scientifiques. Elle est absolument incroyable et exceptionnelle. Ce que nous montrent les études, c'est que quand on prend des exemples comme ça, comme Marie Curie, en fait, ça peut avoir un effet. Non, mais attends, s'il faut être Marie Curie pour être une femme en sciences, je lâche l'affaire tout de suite. Un prix Nobel, pourquoi pas, 2, ça fait beaucoup. Donc ça fait des exemples qui sont tellement hors d'atteinte qu'en fait, on peut ne pas du tout s'y reconnaître. Donc trop souvent, comme le dit ma collègue Isabelle Collet, on propose des femmes exceptionnelles alors que ça peut être que des exceptions. Et comme le font remarquer avec justesse des collègues historiennes, le but, c'est pas qu'on remplace le culte des héros qu'on a déjà en sciences par un culte des héroïnes. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à célébrer toujours les individus et leurs réussites, alors que les sciences, en fait, c'est beaucoup de travail collectif. C'est beaucoup aussi de travail pas du tout héroïque, où il faut passer du temps, faire des activités un peu casse-pieds. Donc quand on met que des héroïnes, quand on met que des Marie Curie, ou maintenant aussi que des Sophie Germain, ou que des Émilie du Châtelet, ou que des Ada Lovelace en avant, au final, on ne présente pas vraiment des exemples accessibles. Et c'est un peu de la poudre aux yeux pour avoir toujours ces mêmes femmes et dire « bah oui, allez, on vous a mis une femme scientifique, tout va bien ». Pour finir, ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce que ça peut faire les femmes modèles, je voulais vous parler un petit peu plus de la fiction. Parce que quand j'ai fait cette étude, je travaillais avec une association qui s'appelle Lecture Jeunesse et qui m'avait demandé de regarder si les filles de 16 ans, elles lisaient des livres dans lesquels il y avait des héroïnes scientifiques, en se disant... S'il y a des héroïnes scientifiques dans les livres, pas des vraies femmes, mais des personnages de fiction, ça pourrait aider les filles. Puis bon, on a mis aussi les séries télé et les films pour aller chercher les héroïnes. Le problème, c'est qu'encore là, on n'en a pas assez. Et là, il n'y a aucune bonne raison. Parce qu'autant dans la vraie vie, on ne peut pas créer des femmes scientifiques en claquant des doigts, autant dans la fiction, on pourrait. Il suffit de créer les héroïnes. Ça prend beaucoup moins de temps que de créer des vrais êtres humains. On a pourtant très peu d'exemples de femmes scientifiques. Dans les romans, dans les livres jeunesse que vous lisez peut-être, si vous prenez l'offre pour les jeunes, il y a 2 fois plus de héros que d'héroïnes. Donc on est toujours dans cette répartition-là. Et puis, on revient sur ce qu'on disait au départ, comme il y a trop peu de personnages de filles, même les filles, elles vont chercher des modèles chez les garçons. Donc quand on leur dit
tu connais qui comme personnage de fiction, cette fois-ci scientifique? Elles vont citer, peut-être que vous les connaissez, Dr House, c'est un génie, Death Note, toujours des fans de manga, chez elle, chez vous aussi. Ah, elle, il est tellement intelligent, il a tellement de logique. Et enfin, Dr Stone, il est parfait, il a le parfait esprit scientifique. Donc ça, c'est les personnages masculins qu'elles apprécient parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils ont des capacités mentales. Et en fait, ça, on le retrouve dans toute la fiction. Je m'éloigne un peu de mes ados pour vous parler d'une autre enquête qui a été faite sur les films. Dans les films aussi, il n'y a pas du tout d'égalité entre les femmes et les hommes en mathématiques. Il y a eu une grande enquête qui a été faite par des collègues américaines sur les hommes et les femmes matheux et matheuses dans la fiction. Déjà, les femmes, il faut aller les chercher. Vous en avez 15%, donc presque moins que dans la vraie vie, alors qu'on pourrait penser que ça marche. Mais surtout, les personnages, ils ne sont pas du tout présentés de la même façon. Quand vous avez des personnages masculins de matheux dans la fiction, souvent, on va dire qu'ils ont un don mathématique qui vient de l'intérieur. C'est leur don à eux. Alors que pour les filles, le don, il vient de l'extérieur, et souvent, c'est le don du père ou du grand-père. Il n'y a pas eu de petit-fils, donc forcément, le don du grand-père et du père passe à la fille. Mais ce n'est pas souvent leur don à elles. Ensuite, les hommes, souvent, c'est des personnages principaux, souvent, c'est des leaders. Les femmes, c'est plutôt des personnages secondaires. Les hommes, c'est des grands génies. Les femmes, elles bossent dur. Les hommes, ils ont une contribution mathématique qui est incroyable. Les femmes, c'est plutôt secondaire à nouveau. Bref, ils ont plutôt une position dominante. Elles ont plutôt une position subordonnée. Et quand vous regardez ce qui leur arrive à la fin du film ou de la série, souvent, les hommes, ils sont symboliquement récompensés d'avoir été des super bons matheux. 3 façons d'être récompensés. On gagne en succès et en argent, on gagne un super prix ou on gagne une femme, comme dans les James Bond. À la fin, il a sauvé le monde, tiens, cadeau, tu as le droit à une femme. Super. Les femmes, elles, qu'est-ce qu'elles gagnent à avoir été mathématiciennes? Souvent, ça tourne mal, et on a plein, mais quand vous y pensez, c'est surprenant, plein d'histoires de matheuses de fiction qui meurent dans d'atroces souffrances et qui tombent en dépression, qui sont assassinées, qui se suicident, etc. Quelques exemples, alors là, les films sont peut-être moins de votre âge, mais vous connaissez sans doute Will Hunting, vous connaissez peut-être 21, vous connaissez peut-être, alors j'ai oublié le titre en français, mais A Beautiful Mind, je ne sais pas qui le connaît, avec Russell Crowe. Un homme d'exception, merci. Le film Agora, qui est un exemple où elle meurt dans d'atroces souffrances à la fin pour avoir osé faire des mathématiques. Celui-là, qui est assez intéressant, qui s'appelle Marie en français, qui raconte l'histoire d'une petite fille dont la mère est mathématicienne et était dépressive et s'est suicidée, dont la grand-mère est mathématicienne et qui est un horrible personnage. Elle va s'en sortir en fait en sortant. Et on a ces motifs récurrents. Tout ça donne pas hyper envie de devenir une mathématicienne. Ça donne pas forcément, ça encourage pas forcément les aspirations. Donc, où est-ce qu'on va chercher des modèles réconfortants dans la fiction? Les filles, elles ont plein de modèles réconfortants. Par exemple, qui est-ce qu'elles aiment dans la fiction? Elles aiment Hermione dans Harry Potter. Pourquoi? Parce qu'elle est sérieuse, fiable. Elles aiment, peut-être que vous la connaissez, Sophie dans Le Château ambulant, parce qu'elle est courageuse. Et elles aiment Jane dans Jane the Virgin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une excellente série, parce que Jane, elle est gentille. Et donc là, on voit que les personnages féminins, elles sont inspirantes parce qu'elles sont rigoureuses, parce qu'elles sont assidues, parce qu'elles sont là pour les autres et parce qu'elles ont des bonnes capacités relationnelles. Et ça, c'est hyper important pour les filles, parce que quand elles traversent des épreuves, des moments difficiles, ces héroïnes-là, elles les inspirent à s'en sortir, à se battre. Les héroïnes que les filles, elles aiment, c'est pas des filles faibles, hein. C'est des filles surpuissantes, c'est des guerrières, c'est des femmes fortes, parce qu'elles doivent être capables de se défendre. Et donc là, c'est un exemple qui est donné par Gaëlle. Gaëlle, pourquoi est-ce qu'elle aime Sophie dans Le Château ambulant? Parce que Sophie, elle tombe, mais elle se relève. Et ça, Gaëlle, elle dit, je le rapporte à moi. Sophie, elle a subi un sort, elle s'en fout. Au final, elle a rencontré Haru, qui est un magicien super fort. Et Mulan et Mérida aussi, elles ont été guerrières à ma place, elles se battent pour exister, pour vivre ce qu'elles veulent vivre, et c'est vraiment un espoir. Donc ce que j'ai pu voir dans cette enquête, c'est que ce que les filles, elles trouvent dans la fiction, c'est ces héroïnes, c'est ces femmes fortes, c'est ces guerrières qui se battent. Mais qui se battent pour quoi? Qui se battent pour résister,
aux pressions qui sont faites sur elles, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de violence en fait, qui s'exerce sur elles, et donc il faut qu'elles soient fortes, il faut qu'elles se battent, il faut qu'elles prennent les armes. Et alors on pourrait se réjouir, on pourrait se dire c'est génial d'avoir comme exemple des femmes fortes, et si vous lisez de la littérature jeunesse, on est contente de trouver des femmes fortes. Mais si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, qu'est-ce que ça nous apprend? Et c'est vraiment à double tranchant. Parce que des femmes fortes comme Buffy contre les vampires, une autre de mes préférées, Katniss, que vous connaissez peut-être, qui vient des livres et des films, aidez-moi, Hunger Games. Elles sont rebelles, elles sont indépendantes. Est-ce que c'est des bons modèles jusqu'au bout? C'est assez ambivalent, parce que, mine de rien, souvent, en fait, c'est des héroïnes qui se masculinisent. D'une certaine façon, elles sont présentées comme étant des garçons manqués. Elles vont aller adopter des normes un peu masculines, comme si la seule façon d'être une femme forte et intelligente, c'était un peu d'être une femme qui ressemble le plus possible à un homme. Et puis, elles sont aussi encore toujours exceptionnelles. Si vous lisez de la fantaisie, notamment de la fantaisie pour les ados, vous savez qu'il y en a toujours une qui est l'élue. Toujours. C'est elle qui a le pouvoir spécial que personne n'a vu depuis 10 millénaires, etc. Donc c'est pire que Marie Curie avec ses 2 prix Nobel. C'est toujours une exception totale. Et enfin, c'est des femmes qui sont résilientes. Résilientes, ça veut dire qu'on encaisse les coups, qu'on se remet, qu'on se relève. Et ça, cette capacité à ne pas se laisser décourager, à ne pas se laisser abattre, en fait, c'est aussi une façon d'apprendre aux filles et d'apprendre aux femmes à encaisser les coups et à ne pas se rebeller, à ne pas chercher à mettre fin à la cause du problème. C'est aussi une façon de dire, tu vas souffrir, tu vas prendre cher, tu vas être insulté, peut-être même qu'il y aura des violences qui vont s'exercer sur toi. En face, il faut que tu sois forte, il faut que tu résistes, il faut que tu surmontes, il faut que tu passes outre. Et ça, c'est des messages qu'on envoie tout le temps aux filles et tout le temps aux femmes. Moi, ma mère me disait « la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe ». C'est un peu ringard, mais ça veut dire exactement la même chose. Alors oui, ça peut être réconfortant si j'agis sur moi, si je fais des efforts, si je me concentre, je ne serai pas atteinte. Mais peut-être qu'on pourrait aussi essayer de faire en sorte que le crapaud ne crache pas. Peut-être qu'on pourrait aussi essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas toutes ces attaques, qu'il n'y ait pas toutes ces violences, que les filles n'aient pas besoin de devenir des super-héroïnes avec des pieux, des arcs et avec une volonté de survie incroyable, juste pour être ce qu'elles ont envie d'être. Et donc c'est la conclusion sur tout ce qu'on nous donne comme exemple et tout ce qu'on nous donne comme modèle aujourd'hui, qu'on donne aux jeunes, mais qu'on a aussi nous comme adultes. On a trop peu d'exemples de femmes scientifiques. Quand ils existent, ils sont vraiment très stéréotypés. On a besoin de beaucoup plus de rôles modèles, beaucoup plus différents. Les rôles modèles, c'est modèle en anglais. C'est une façon snob de le dire. Ils doivent être plus diversifiés. On ne veut pas que des femmes exceptionnelles, on veut aussi des femmes normales qui font de la science normale et des hommes normaux qui font de la science aussi de façon tout à fait normale. Et on a aussi besoin de bouleverser tout ça pour pas que la seule façon pour une fille d'être forte, ça soit d'être le plus possible un garçon, et pour pas que la seule issue, ça soit de serrer les dents et d'encaisser. Il y a une voie pour changer les choses, pour qu'il y ait moins de violence envers les filles, et donc un peu moins de besoin de tenir bon. Et c'est ce que je vous souhaite pour la suite, que vous ayez envie de devenir scientifique ou pas. Merci. Merci beaucoup Clémence pour cet exposé. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Clémence? Oui. Moi? Oui. Oui, je peux compléter. Je suis une scientifique dans des sciences qu'on appelle les sciences sociales. Les sciences sociales, c'est celles qui s'intéressent aux gens et à la société. C'est différent, par exemple, des sciences qu'on appelle les sciences formelles, comme l'informatique, comme les mathématiques, ou les sciences de la matière, comme la physique ou la chimie. Et c'est vrai que souvent, ta question était bonne, parce que souvent les gens se demandent si les sciences sociales, c'est vraiment des sciences. Oui. Il y avait une autre question. Depuis quand vous êtes scientifique? Bonne question. Je faisais des sciences quand j'étais élève au lycée. Je faisais le bac qui s'appelait le bac S comme scientifique. Mais après, j'ai fait plusieurs années d'études qui s'appelaient littéraires. Donc là, j'étais plus vraiment une scientifique.
Et après, j'ai passé ce qui est un peu reconnu, je pense, maintenant comme un diplôme qui achève la fin de certaines études scientifiques, qui est le doctorat. Et mon doctorat, je l'ai passé en 2018. Donc, officiellement, je suis scientifique depuis 2018. Vas-y. Est-ce que vous aussi avant vous avez cru aux stéréotypes? Est-ce que j'ai cru? Oui, j'ai vraiment beaucoup cru aux stéréotypes. Quand j'étais élève, souvent j'avais des bonnes notes, mais un jour j'ai commencé à avoir de moins bonnes notes en maths et en sciences. Et là, d'un coup, c'est comme si tout le monde avait décidé que j'étais littéraire. Donc je suis devenue littéraire. Donc là, on me disait, t'es quand même bien meilleure pour écrire, t'as quand même beaucoup plus de créativité, t'as beaucoup plus d'intuition. Donc à ce moment-là, j'ai décidé que tout ce qui était science, c'était pas pour moi. Alors que ça faisait 10 ans que j'aimais ça, quoi. Mais finalement, d'un coup, ça, c'était terminé. Et j'ai mis des années à comprendre qu'il n'y avait pas besoin de choisir entre littéraire et scientifique. Mais effectivement, tout ce qui est... toutes ces croyances dans le fait que les filles et les femmes sont moins rigoureuses, ont moins l'esprit logique, moi, c'est des choses qu'on me rappelle en permanence. Et d'autres stéréotypes aussi, un gros problème qu'on a quand on est une femme scientifique, c'est que les gens nous prennent moins au sérieux. Et les gens veulent nous parler de tout sauf de nos sciences. Et moi, très très souvent, on me parle de mon physique, ce qui est vraiment un grand signe de sexisme envers les femmes scientifiques. Je viens, je fais une conférence, je parle de ma recherche, et les gens viennent me voir et me disent « Vous touchez beaucoup vos cheveux ». Certes. Ou alors, vous avez des grandes boucles d'oreilles. Ok, quel rapport avec ce que je t'ai dit? Et ça, c'est très courant. Je suis sûre qu'il y a des collègues femmes dans la salle qui ont vécu des choses comme ça. Et enfin, malheureusement, on a beaucoup, il y a plein d'indices du sexisme aussi envers les femmes scientifiques, mais ça va plus loin, et il y a des choses qui sont aussi plus graves et beaucoup moins rigolotes, mais on reçoit des blagues et des insultes et beaucoup de dissuasion. Donc oui, moi j'ai vécu beaucoup de ces phénomènes-là. Oui, vas-y. Vous pensez que vous allez continuer jusqu'à quand la science? Ah là là, bonne question. Alors, exceptionnellement, je vais citer un homme, qui est un sociologue, qui s'appelle Howard Baker, qui est un sociologue qui est très connu. Je l'avais vu en conférence une fois, il y a un étudiant qui lui avait dit « Quand est-ce qu'on arrête la science? Quand est-ce qu'on arrête l'enquête? Quand est-ce qu'on sait que notre projet de recherche est fini ?» Il avait dit « Il y a 2 bonnes raisons d'arrêter. Soit vous en avez marre, soit vous avez plus d'argent. » Moi, c'est pour ça. J'espère continuer tant que j'aurai de l'argent, c'est-à-dire que tant que j'en ai pas marre, tant que je suis payée, je compte continuer longtemps. Mais je compte aussi prendre ma retraite tôt, parce que j'ai plein de trucs à faire, notamment de la broderie, du tricot et du yoga. Et ça suffit aussi, le travail. Qu'est-ce qui vous a lancé dans la science? Alors peut-être je vais prendre ce qui m'a lancé dans la sociologie, parce que quand j'étais jeune, je ne me suis pas vraiment lancée en choisissant moi. Comme peut-être pas mal d'entre vous, c'est beaucoup les parents, c'est beaucoup les profs qui nous encouragent à faire quelque chose ou à pas faire d'autre chose. Moi, j'ai vraiment choisi la sociologie quand j'avais 20 ans. J'avais déjà commencé mes études après le baccalauréat. Et j'ai commencé à cause de Twilight. Je ne sais pas si vous connaissez Twilight. Voilà. Moi, je faisais des études littéraires. Quand on fait des études littéraires, normalement, on lit des livres qui sont considérés comme des bons livres. Twilight, c'est pas considéré comme un bon livre, quoi que vous en pensiez. Moi, j'adorais Twilight. Je trouvais ça génial. Et donc là, il y avait quand même une question intéressante qui était pourquoi est-ce qu'il y a tellement de gens qui adorent, parce que Twilight, ça se vend quand même, qui adorent un livre dont plein de gens disent qu'il est nul. Et bien ça, c'est pas une question de littérature, c'est une question de sociologie. Pourquoi les gens est-ce qu'ils aiment ce qu'ils aiment? Qu'est-ce que ça nous fait quand on lit un livre? Et c'est vraiment cette question-là qui m'a lancée dedans, et quand j'ai vu que la sociologie pouvait répondre à ces questions, c'était fini pour moi, j'étais convaincue. Oui. Est-ce que quand vous étiez petite, vous aimez bien les maths? Oui, quand j'étais petite, j'aimais bien les maths. J'étais, comme beaucoup d'enfants à l'école, j'aimais les matières pour lesquelles on me disait que j'étais bonne, et donc j'avais gagné le concours de calcul mental quand j'étais en CM1, donc j'aimais les maths. Et après, j'ai arrêté d'aimer les maths quand on m'a dit que j'étais nulle en maths, forcément. Et donc ça, c'est arrivé un peu plus tard, c'est arrivé quand j'étais au lycée. Et là, je détestais les maths, et aussi, comme beaucoup, je pense, d'autres filles, je faisais des crises d'angoisse quand arrivaient les DM de maths. Et puis comme on m'avait dit que j'étais une littéraire, et alors, voilà, dans les catégories, les stéréotypes, on m'avait dit que j'avais un esprit qui n'était pas assez carré pour faire des mathématiques, parce que j'étais trop
littéraire quand j'étais au lycée. Donc ensuite, j'ai fait des études littéraires où là, on m'a dit que j'avais un esprit un peu trop carré. Et là, je me suis dit, arnaque. Oui. Qu'est-ce qui vous a maintenu dans la lignée des sociologues? Qu'est-ce qui vous a maintenu dans votre corps? Qu'est-ce qui m'a maintenu? Je pense, comme beaucoup de scientifiques, la satisfaction de poser des questions, trouver des réponses. C'est quelque chose qui devient vite addictif. Parce que quand on avait une question et qu'on trouve une réponse, on a envie de continuer à trouver d'autres réponses à d'autres questions. Et puis, moi, ce qui me fait plaisir aussi, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire aller présenter les réponses que j'ai trouvées à des gens qui les auraient sans doute pas entendues sinon. Et ça, c'est la partie de mon métier que j'aime le plus, et c'est pour ça aussi que je continue à faire ça. D'autres questions, d'autres remarques? Peut-être sans vouloir dire de bêtises, il me semble que la médecine s'est mieux féminisée. Qu'est-ce qui fait que ça a marché en médecine ou que ça s'est mieux féminisé et beaucoup moins en maths? Il y a plusieurs... C'est vrai, la médecine est très féminisée. Maintenant, il y a plus de 70% de filles au commencement des études de médecine. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a une explication plus historique avec le fait que plusieurs professions anciennement masculines et prestigieuses se sont féminisées dans les années 70, au moment où le marché du travail s'est ouvert aux femmes, et que ce sont d'abord celles qui avaient le recrutement social le plus privilégié qui se sont féminisées. Ça compte la médecine et le droit, à l'exception de certaines carrières universitaires. Et ce qui fait la différence, ça va être, donc là c'est un peu le facteur social, ce qui fait la différence avec les sciences, c'est la représentation sociale qu'on a de la médecine comme d'une science qui permet de prendre soin des autres. Et donc si on caricature, enfin, si le modèle un peu simplifié, c'est que les disciplines scientifiques qui relèvent du soin, de la sollicitude, de ce que les collègues anglo-saxons appellent le care, qui est soin-sollicitude, sont... La féminisation est bien plus acceptable parce que c'est cohérent avec le stéréotype qu'on a sur les femmes, qui est que leur destin naturel est de prendre soin donc des êtres humains en médecine, des animaux en vétérinaria, de la nature en biologie, etc. Néanmoins, ça ne veut pas dire que la médecine est exempte de sexisme, puisque, comme vous le savez sans doute, plus on avance et plus on va vers les postes prestigieux, moins il y a de femmes, et on retombe sur des proportions très similaires à celles qu'on a en maths, info, donc 30% de femmes, dès qu'on est par exemple en chirurgie, qui est une des plus prestigieuses et mieux rémunérées, ou en médecine universitaire. Et je reviendrai à toi. Vous avez dit qu'on a un problème avec la confiance en soi. Oui. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est une évolution qui est un peu homogène parmi les filles par rapport à leur âge, par exemple? Est-ce que c'est vrai qu'ils ont bien confiance en soi quand ils sont jeunes, ils perdent cette confiance, ou est-ce que c'est plutôt déjà au début, ils commencent avec un peu moins de confiance en eux? Alors, on va pas pouvoir faire tout ce que je voulais vous dire sur la confiance en soi. La version courte sur la confiance en soi, c'est que c'est vraiment la dernière excuse qu'on a trouvée pour expliquer l'absence des femmes, mais que c'est vraiment pas du tout une cause, c'est juste un symptôme. Et donc l'absence de confiance en elles des filles en sciences, c'est pas du tout le point de départ, c'est le résultat de tous les messages qu'on leur envoie pour leur faire comprendre qu'elles n'ont pas leur place là. Ça, c'est pour caler l'origine. Ensuite, est-ce que les toutes petites, enfin les filles les plus jeunes ont déjà ce problème? En fait, oui. Là, je pense qu'on peut faire la distinction entre le goût et la confiance en soi. Le goût pour les sciences, l'intérêt, est-ce que j'ai envie d'y aller, est-ce que ça m'intéresse? Ça, on le voit chez les petites filles. Donc quand vous prenez à l'école primaire, en fait, les filles et les garçons sont assez égaux devant le fait de dire « j'aime les sciences ». Le goût des filles décroche au collège. Par contre, pour la confiance en soi, alors chez les très jeunes enfants c'est compliqué parce que la représentation de soi etc n'est pas du tout la même, mais on voit que dès l'entrée à l'école primaire, donc dès 6 ans, les enfants ont intégré par exemple l'idée que les hommes sont plus intelligents. Donc là, très très précocement, on a des stéréotypes, on a des idées fausses sur cet écart d'intelligence, et l'écart d'intelligence il est vraiment au fondement du manque d'estime de soi-même, parce que c'est vraiment cette croyance qu'on est, parce que femme, moins intelligente, moins capable de penser, moins capable d'avoir des idées abstraites, c'est vraiment le noyau dur qui cause tous les problèmes après. Donc non, on est plutôt sur un problème au départ, avec des moments d'accentuation
quand même au moment des orientations, donc à la fin du lycée, et ensuite chez les femmes qui font carrière au moment d'obtenir des promotions. En fait, dès qu'on essaye de passer au stade d'après, la violence en face est plus forte, et c'est là aussi que ça devient de plus en plus difficile. Je vous propose qu'on garde les dernières questions pour la table ronde tout à l'heure, et qu'on passe à l'exposé suivant. Et donc, on reverra Clémence pendant la table ronde, et vous pourrez prolonger vos questions à ce moment-là. Donc, merci encore une fois, Clémence. Merci.